Bonjour, vous êtes bien sur T4IT. Une fois n'est pas coutume, nous allons parler un peu hardware. Nous allons parler plus précisément multicœur et programmation parallèle. À cette fin avec moi aujourd'hui, deux invités. Tout d'abord Bruno Boucard. Bruno, bonjour. Bonjour Cyril. Bruno, vous êtes architecte au sein de l'ASGIB. L'ASGIB, c'est la partie banque d'investissement de la Société Générale. Organisation des salles de marché. Voilà. Avec nous également Eric Vernier. Bonjour Cyril. Eric, bonjour. Vous êtes un Microsoftise, comme on dit. Vous travaillez au sein de Microsoft. Vous êtes notamment en charge des relations techniques avec les développeurs. Je commence avec vous, Eric, si vous voulez bien. Ce sujet de la programmation parallèle, du multicœur, c'est pas un sujet qui fait la une tous les jours de la presse informatique. Tout à fait, c'est un sujet qui est quand même assez ancien, pardon. Et on l'a vu l'année dernière, le Gartner avait dans ses 7 défis donné en tant que deuxième défi la programmation parallèle. Alors, pourquoi c'est un défi? On va le voir parce que la physique change les règles. Si on était resté sur une architecture type Pentium, NetBurst, Intel avait prédit que la dissipation thermique de leur puce équivaudrait à peu près à 6000 degrés. Ça veut dire, en gros, à la dissipation thermique qu'il y a sur la surface du Soleil. Donc vous voyez un mur de chaleur quand même assez difficile à atteindre. En gros, avec votre PC, vous seriez capable de cuire largement vos hot dogs. Ce qui n'est pas tout à fait la vocation initiale. Si je comprends bien, on est passé vraiment, on l'a bien senti à travers l'évolution du matériel, de la course au hertz à la course au nombre de cœurs. Tout à fait. La loi de Moore évolue, on le verra. Aujourd'hui, on a 2 cœurs, demain, on aura 4 cœurs. Avec leur nouvelle architecture NeHalem qui arrive là en 45 nanomètres, on a de base 4 cœurs plus de l'hyperthreading qui revient, qu'on avait enlevé dans le corps encore multiplié, qui multiplie, donc on fait 4 plus 4, ça fait 8. Donc on a aujourd'hui des machines à 8 cœurs potentiels. Alors Bruno, voilà pour l'évolution, on pourrait évidemment y passer des heures sur cette augmentation du nombre de cœurs. Quel impact ça a, ou ça n'a pas, vous allez nous le dire, sur les développeurs, le soft qui tourne sur ces architectures un peu plus complexes qu'avant? Je dirais que la problématique retombe au niveau des organisations de développement, dans la mesure où tirer parti de plusieurs corps demande au niveau des développeurs un effort considérable. Tout simplement parce que les codes aujourd'hui ne sont pas prévus pour faire ce genre d'exécution parallèle. Ça pose un vrai problème dans la mesure où aujourd'hui les organisations informatiques ne sont pas du tout prêtes pour faire cet effort de paralyser le code. Les offres aujourd'hui n'étant pas prévues pour le faire simplement. C'est-à-dire qu'on vient d'un univers où finalement les hertz nous apportaient régulièrement un surplus de puissance, la croissance des hertz. Aujourd'hui, ça passe par les cœurs et là, ça demande un effort supplémentaire. Exactement. C'est-à-dire que ce qu'a cité Herb Sutter, Microsoft, architecte Microsoft, the free lunch is over, se traduit par le fait qu'aujourd'hui, j'ai beau acheter une machine qui contient 8 cœurs, mon programme ne tourne pas plus vite. Donc un gros souci. Est-ce que c'est un sujet, ce que vous évoquez ici, qui est pris à bras le corps, qui est très effervescent? Est-ce qu'il est bien vu, perçu comme une priorité? C'est quoi un petit peu votre ressenti, Eric? Aujourd'hui, on voit quand même certains développeurs qui n'ont pas la nécessité, surtout qui n'ont pas envie d'aller vraiment en profondeur dans ce développement parallèle. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement complexe. Ça demande une rigueur de développement, bien que si on développe en séquentiel, il faut quand même être rigoureux, tu seras d'accord avec moi mon petit Bruno, ça c'est important, mais là ça demande encore plus de discipline. Une discipline qui n'est pas toujours facile à maîtriser. Ça apporte de nouveaux concepts, une manière d'observer ces programmes, son architecture un petit peu différente. Donc quelque part, ça demande de l'éducation. Et ça, aujourd'hui, dans une période de crise telle qu'on le connaît, c'est pas forcément évident que toutes les entreprises se mettent à paralyser leur code massivement. C'est quelque chose qu'on apprend aujourd'hui dans les écoles, là, les ingénieurs qui sortent, ils apprennent à programmer parallèle ou pas? En France, on a certaines écoles qui, effectivement, apprennent, mais de façon assez théorique, tout ce qui est algorithmie au terme de la parallélisation. Et j'ai un de mes collègues aux US qui me racontait que, lui, dans les écoles américaines, manifestement, ils apprennent à développer en séquentiel, ils apprennent bien, mais quand ils arrivent dans le monde du travail, c'est des nouveaux paradigmes à apprendre et à appréhender. Bruno, au final, ce sujet de la programmation parallèle, il est maîtrisé par qui aujourd'hui? Principalement par des experts, des gens qui ont une culture fortement
développement système, tout simplement parce que les API qui permettent de manipuler des entités qui adhèrent au CPU, qu'on appelle thread en général, sont ni plus ni moins l'émergence du noyau. Donc c'est plutôt des gens de la culture système qui sont proches du système. Qui sont proches du système. Et donc en aucun cas le développeur de gestion a connaissance sur la manière de bien développer une application parallèle. Donc un sujet un peu maîtrisé par une élite aujourd'hui. Par une élite qui est malgré tout très peu représentée dans les entreprises. À vous entendre là, de quoi on parle? D'une évolution, d'une révolution, d'un véritable point d'inflexion? Comment on peut caractériser ça? Là, c'est plutôt une rupture. On a vraiment affaire à une rupture pour le développeur traditionnel parce que il a des nouveaux concepts à appréhender. En tant qu'être humain, on n'a pas l'habitude de penser en parallèle. Surtout les hommes, avec un petit H, on n'a pas l'habitude de penser en parallèle, c'est assez difficile. Donc on a des nouveaux modèles de programmation, un petit peu les modèles de programmation qu'on doit apprendre quand on développe en développement objet, ceux du GOF. Ces modèles-là, les modèles de développement parallèle, sont très peu méconnus. Donc déjà, il faut les appréhender. En plus, il y a des erreurs de programmation que les développeurs ne connaissent pas forcément. Ce qu'il faut voir, c'est que quand on a une erreur en mode parallèle, elle est complètement indéterminée. Elle peut arriver demain, comme dans 10 ans, comme dans 100 ans. On ne sait pas quand est-ce qu'elle arrive. C'est indéterministe. C'est bien le problème du développement parallèle, c'est que contrairement à un programme séquentiel, on arrive à faire des tests unitaires facilement. En parallèle, c'est un peu plus compliqué. Donc il nous faut de nouveaux outils. Vous êtes d'accord avec cette notion de rupture quasi culturelle, Bruno? Tout à fait, parce qu'on a été pendant presque le début de l'informatique dans un mode séquentiel, et là on est face à quelque chose qui va être explosif. On va se retrouver avec beaucoup de cœur, donc on parle de parallélisation massive, et pas seulement pour des supercalculateurs, tout simplement sur des laptops ou des PC de bureau. Donc ça on l'avait jamais vu, jamais connu. Ça vient principalement d'une réponse des constructeurs pour répondre aux contraintes qu'a évoquées Eric. Face à tous ces cœurs, il va nous falloir un nouvel outillage, des nouvelles méthodes, de manière à en tirer parti. Alors, question naturelle, question légitime, j'ai envie de dire, pour Eric, représentant de Microsoft. Et les outils, justement, ils vont nous aider un petit peu. Alors, aujourd'hui, nos outils, Visual Studio 2008, sont un petit peu en retrait par rapport à cette problématique. Heureusement, on travaille de façon très proche avec des partenaires, comme Intel, par exemple, qui, eux, viennent de sortir un outil qui vient s'ajouter à Visual Studio 2008, qui va permettre de débugger, d'analyser de façon assez fine les problèmes de parallélisme, et donc d'aider le développeur dans ce sens-là. Nous, on travaille sur des outils qui vont justement permettre de simplifier aussi ce type de problématiques, mais qui verront le jour avec Visual Studio 2010 un tout petit peu plus tard. Très bien, messieurs. Alors, comment passer à l'ère de la programmation multicœur, la programmation parallèle? Ça sera l'objet d'un deuxième sujet. Merci à vous deux, merci à vous, à très bientôt.